Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 125 du Hoopcast. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés, ils sont là comme d'habitude, tous les deux avec des nœuds papillons. À ma gauche, tout d'abord, c'est Erwan Abotren. Salut Erwan. C'est un petit peu Alain et les garçons. C'est ça, voilà, pour rebondir sur notre discussion d'avant-émission sur Hélène et les garçons. Et Hélène Rollès, qu'on salue si elle nous regarde. Thomas Dufont à ma droite, comment ça va? Très bien, monsieur, très bien. Bon, débrief des playoffs, l'avenir des Spurs, la loterie et des coachs qui partent et d'autres qui arrivent. C'est le programme de ce Hoopcast et c'est parti maintenant. 1-0 pour les Cavaliers. On commence à l'Est. 1-0 contre Toronto, 115-84. C'est le résultat du premier match entre les deux équipes dans la finale de la conférence Est. Messieurs, est-ce que ça va être une promenade de santé pour les Cavaliers? J'en ai bien l'impression. On rappelle quand même que Toronto, c'est leur première finale de conférence et que quoi qu'il arrive, même si ça a été très difficile, eh ben, leur saison les réussit. Ils finissent deuxième de la saison régulière, ils font une finale de conf. Et je crois que c'est une forme d'accomplissement pour eux. Ils arrivent avec plus trop d'essence dans le moteur. On rappelle, 14 matchs pour arriver en finale de conf, c'est le plus gros total possible. En face, 8 matchs, c'est le plus faible total possible. Eux, ils sont frais et ça s'est vu sur cette première confrontation. Ils ont tenu 10 minutes un petit peu sur la lance du début du match. Et puis derrière, ils se sont fait marcher dessus sur tout ce qui... Défensivement, ils ont reculé, puis après, ils ont subi le jeu de transition. Ils ne se sont pas trompés, les Cavs. En plus, les Raptors ont donné le drive. Ils ne voulaient pas prendre des tirs à 3 points. On sait que depuis le début des playoffs, les Cavs sont très forts à l'extérieur. Là, ils les ont pilonnés à l'intérieur dans du drive, du drive and kick. Enfin, ils les ont massacrés, voilà. 11 sur 13 pour LeBron James, 11 sur 17 pour Kyrie Irving. Même sans, on va dire, la fatigue, c'est quand même hyper fort. Ils sont très forts. Et comme vient de dire Erwan, c'est vrai que Toronto a essayé de les pousser, de bien défendre la ligne à 3 points. Je crois que c'était tactiquement, c'était ce que voulait faire Dwayne Casey. Et eux, les Cavs ont répondu par du drive, mais du drive en mode énervé. Parce qu'il s'est passé 2 trucs. Vraiment, il y a une conjoncture entre les Cavs qui sont très forts, Kyrie Irving très fort sur les pick and roll, très fort sur les drives, très fort à mi-distance. Sur le 1 contre 1. Et LeBron, mais une machine, t'as l'impression que c'était... il a eu que des paniers faciles, j'ai eu l'impression, alors que pas du tout. En fait, si. Parce que la défense en face était horrible. Desmarais Carroll est à la rue, alors peut-être fatigué, blessé, ce qu'on veut, mais en tout cas, personne ne peut défendre sur LeBron dans cette équipe de Toronto. Et je pense qu'ils vont le payer, ça va être un massacre sur toute la série, vraiment sur toute la série. Kyle Lowry était de retour à 4 sur 14. 8 points. Ouais, mais pareil, il est du jus, les gars, on rappelle, il met 33, 36, mais moi je suis pas les top players, voilà la vérité, je crois que c'est ça. Ah, waouh, merci, ok, d'accord. On sait que Kyle Lowry n'est pas un MVP en puissance, d'accord, mais il est quand même, moi je dis, il est quand même digne. Toronto, on va remettre un petit peu les choses à leur place, je trouve. C'est une équipe qui était traumatisée, les mecs. Sorti par les Nets il y a 2 ans au premier tour des playoffs avec l'avantage du terrain, énormément d'attentes. Sweepé par les Wizards la saison dernière avec encore une fois l'avantage du terrain. Il y avait un vrai traumatisme, ils sont poussés au match 7 par Indiana. Ils jouent leur tête, leur crédibilité. Ils sont passés en 6, ils sont passés en 7. Ça a été aussi compliqué face à Miami, très diminué. Mais ils sont passés et aujourd'hui ce qu'on va retenir c'est que c'est leur première finale de conf. Kyle Lowry, même s'il a des hauts et des bas, c'est vrai que c'est un petit peu les montagnes russes. Il est très bon dans le match 7 face à Miami. C'est lui qui fait gagner le match 3, qui redonne l'avantage du terrain à Miami, mais 33 et 36 ou l'inverse sur le match 6 et 7. Voilà, alors oui, il découvre ce niveau-là, il découvre les responsabilités. En tout cas, il ne les fuit pas. Et c'est en ça que j'ai pas envie de le massacrer. Il ne les fuit pas, il n'est pas très bon, il est maladroit, mais il ne les fuit pas. On a vu des mecs fuir des responsabilités dans le passé. L'absence de Jonas Valanciunas aussi fait mal. Bien sûr, parce que Biyombo fait un bon travail. Le problème, c'est que Jonas Valanciunas, c'est une force intérieure. Tu peux lui donner la balle, tu peux te reposer dessus. Biyombo, c'est un fort rempart défensif. Le problème, c'est que si ta première ligne ne défend pas, tu vas te prendre que des layups, que des dunks. Les Cavaliers ont mis tellement de dunks dans ce match. Évidemment, il y a l'énorme patate de LeBron, mais Schumpert met des dunks. Voilà, même Kyrie sur une contre-attaque met un dunk. Vraiment, c'était la folie foliante du dunk. Et pour revenir sur Toronto, ouais, c'est vrai, t'as raison, on a été très dur. Ils ont réussi leur saison. Mais en quoi dire ça? C'est mieux. Mais des fois, moi, ça me rend triste. Tu sais, ça me rend triste. Tu sais, Thomas, en regardant le match ce matin, à qui j'ai pensé? À Indiana il y a 2 ans. Punaise, j'ai l'impression que depuis la fin Boston, il n'y a que Indiana qui a
émerger, un peu titiller LeBron. C'est la seule. Bah moi ça me rend triste. Ça m'emmerde. Mais c'est vrai que Toronto qui finit deuxième à l'Est souffre de la comparaison avec les Cavs. Bien sûr, c'est évident. Mais ils se construisent à leur rythme, alors que c'est peut-être le rythme de l'Est et que peut-être c'est des débats infinis entre l'Est et l'Ouest, mais en tout cas ils se construisent à leur manière. C'est pas très bon, mais des fois on se construit dans le dur. Ça que je veux dire. Et pour revenir à Valanciunas, c'est peut-être le seul sur ce poste-là qui aurait pu les faire souffrir sur le post-up plus grand, plus costaud que Tristan Thompson. Ouais. Il aurait pu les faire souffrir sur ce poste-là. Il n'est pas là et ça fait vraiment trop pour les Canadiens. Un petit dernier mot sur les Cavaliers avant de revenir sur les séries d'avant. Nous ne sommes pas une équipe de shooters, nous sommes une équipe équilibrée, a dit LeBron James. Il a raison, ils sont quasiment. Il m'a fait rêver dans sa conf de presse. Ils sont doublés sur tous les postes. Il est toujours très en confiance, on va dire, en play-off, en conférence de presse. Tant mieux, c'est stylé. Tu vois comment il était bien sapé comme ça. T'as un ministre, il était là en train de discuter. Oui, je pense qu'on est les meilleurs, on est très équilibré. Mais le truc, c'est qu'il a raison. C'est une équipe qui peut tirer. Si le match-up lui propose des solutions à 3 points, ils peuvent faire autre chose parce que ce gars-là est vraiment trop fort. Ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que souvenez-vous, en saison régulière avec Blatt, à un moment donné, cette équipe, on ne sait pas où elle va, on a pas mal d'inquiétudes. On le sait maintenant, c'est un secret de Polichinelle, c'est lui qui fait en sorte que David Blatt soit évincé, et c'est lui qui fait en sorte aussi que Tyronn Lue soit installé, et c'est lui qui ramène toute l'équipe autour du schéma de Tyronn Lue. Et aujourd'hui, ça marche, toute l'équipe va dans son sens. On se souvient que Kyrie Irving, Kevin Love, il y avait quelques petits problèmes un petit peu. Aujourd'hui, tout le monde marche avec lui et avec Coach Lue. Bon, ben voilà, est-ce que c'est pas un travail aussi de leader aussi? Totalement. Petit retour en arrière maintenant à l'Est, Raptors Heat, ça a donné 4-3 pour les Raptors, forcément, puisqu'on vient de parler d'eux. 103-91 Miami dans le match 6, 116-89 Toronto dans le match 7, c'est les deux rencontres qui ont eu lieu. Et enfin, il y avait eu un réveil, donc on en a parlé un petit peu, 35 points pour Kyle Lowry, 28 pour DeRozan dans le match 7. Très bon. Et Miami qui a peut-être souffert aussi de l'absence d'Hassan Whiteside. Mais le problème de Miami, c'est que franchement, intrinsèquement, je voyais Miami passer. C'est-à-dire que s'il y avait toutes les forces en présence, avec Dwayne Wade, avec l'expérience de ce groupe-là, je les voyais passer. Le truc, c'est que quand tu as Hassan Whiteside, qui est un game changer, on l'aime pas, c'est un teubé, ce que vous voulez, quand ce gars-là est sur le terrain, ça change pour tout le monde. Pour ses coéquipiers, c'est-à-dire qu'en défense, tu sais que tu as un gars derrière qui va mettre des contres. Et pour l'équipe en face, ça change des tirs, ça me paraît évident. Tu perds cette force-là, qui est peut-être la plus importante défensivement, et c'est plus du tout la même équipe. Et quand je vois ce match 7, ils n'arrivent pas à l'emballer, ils font un match de traînard, mais même pas. Tu vois, à aucun moment, en plus on sortait de la finale d'Euroleague où c'était wouh, trop bien. Tu arrives sur ce Game 7 où tu as envie de voir un gros match, mais il n'y a jamais eu ce match-là, il n'y a jamais eu d'étincelle. Et c'est parce que cette absence-là est trop difficile. Moi, je crois que Wade, il rate son match aussi. Je crois que ce match 7, c'est l'image de cette série, en fait, c'est peut-être l'une des séries les plus ternes que j'ai vues, qui allaient jusqu'en 7 matchs. L'absence de Valanciunas d'un côté, l'absence de Whiteside de l'autre change tout. J'ai trouvé qu'il n'y a pas eu de relais derrière Dwayne Wade qui a été pour le coup lui magique, monstrueux pendant cette série. Sauf Dragic quand il gagne. Mais Kyle Lowry, mais pas assez. Non, mais je veux dire quand il gagne. Non, mais pas assez. Pas assez. On a quand même une série qui va en 7. On a un panier du milieu de terrain pour accrocher une prolongation. Il y avait tous les ingrédients pour que ça soit une série d'anthologie. Et en fait, le constat qu'on fait même après 7 matchs, c'est de dire. Ouais. C'est le moins mauvais qui est passé. Donc voilà. Et pour revenir à Hassan Whiteside, qui est free agent, j'ai beaucoup de doutes autour de lui, d'une fragilité. Il se blesse pas en tombant sur un pied. Il se blesse en rentrant dans des joueurs. Il est tout le temps. Il est tout le temps. Il est jamais prêt. Il est tout le temps comme ça, les bras le long du corps, tout mou. Et dès qu'il rentre dans un mec, il se fracasse. Et ça, je crois qu'au bout d'un moment, ça fait aussi partie du basket d'être en attitude. Alors oui, c'est un game changer. Oui, il monte très haut. Oui, mais au bout d'un moment, il est tellement jamais en attitude que dès qu'il prend un marron en play-off, il est là, il a mal quelque part. Bon, au bout d'un moment, il faut peut-être y réfléchir. Un petit mot, justement, tu as parlé de la free agency d'Hassan Whiteside. Un petit mot sur la suite pour Miami. Il va peut-être quand même falloir renouveler. Ça reste une équipe âgée au final. Il y a Stoudemire, Wade, Johnson. Ça fait beaucoup de joueurs âgés. Alors, tous les vieux du groupe ont dit que c'était la meilleure équipe, le meilleur groupe dans lequel ils avaient jamais vécu. Ce qui était très étonnant parce qu'il y a quand même plein de mecs qui ont passé des tours de play-off, qui ont fait pas mal de trucs dans leur carrière. Et sortir ça. Oui, on vit très bien, c'est un groupe de potes. Oui, sûrement. Là, il y a beaucoup de free agents. Beaucoup, voilà, la plupart. Énormément d'interrogations. Dragic a signé l'été dernier. L'été dernier. Énorme interrogation autour de Chris Bosh. Va-t-il jouer Hassan Whiteside est free agent. Dwayne Wade est quand même free agent, mais bon, on imagine mal qu'il part de Miami. Oui, il faut peut-être. Après, ils ont des petits jeunes pas mal. Richardson, c'est pas mal. Tyler Johnson est un joueur correct qui a été blessé tout le long des playoffs quasi.
Bon, moi, je fais confiance à Pat Riley qui a toujours eu quand même le flair pour trouver des bons clubs. Et Chris Bosh, donc vous l'avez dit, aujourd'hui, Miami craindrait, selon certains médias US, qu'il ne puisse jamais rejouer. Forcément, les histoires de caillots sanguins, c'est quelque chose qui ne prend pas à la légère. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos, on ne pourra pas le savoir tant qu'il n'y aura pas d'annonce officielle, mais c'est très inquiétant. Voilà pour la conférence Est, on passe à l'Ouest. La conférence Ouest et on passe à la finale qui oppose désormais les Warriors au Thunder. Ça fait 1-0 pour OKC. Elle est lancée et bien lancée cette finale, messieurs. Warriors Thunder, c'est l'affiche. On va revenir après sur l'élimination des Spurs. On sait que vous attendez ce moment évidemment. Mais d'abord le vif du sujet. Match 1 pour OKC, 108-102. Est-ce qu'on se prépare à une série complètement folle? Ouais, je pense qu'ils sont sur leur lancée, le Thunder, et on l'a bien vu. Ils ont été malmenés quand même, trois quarts temps à peu près. Grosse mi-temps, grosse mi-temps, voire peut-être un peu plus par les Warriors qui. Alors tu vois, 2 jours après, 48 heures après, j'arrive toujours pas à savoir me dire si c'est par facilité, par fatigue ou par je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Thunder, ils s'avouent jamais battu. Ils viennent de sortir les Spurs, ils sont en pleine confiance et eux, être outsider, c'est ce qui leur va à la perfection. Ouais, c'était clairement un match dans 2 étapes, pour le coup, vraiment, où une première mi-temps où les Warriors ont clairement dominé. Klay Thompson a été très fort en défense sur Westbrook, sur Durant, tous ces mecs-là étaient très forts, a mis des gros tirs. Ils arrivent à la mi-temps quand même à 60 points marqués, à plus 13, tu te dis, ah ça y est, ils vont prendre ce match-là. Mais derrière, tu sens cette équipe d'OKC, tu l'as dit, qui ne panique jamais. Finalement, ils sont à moins 15 à un moment donné, dans le 3e quart-temps, le match avance, mais ils n'ont pas peur. Westbrook a un réveil terrible. Parce qu'il est quand même à 3 points sur 10 à la mi-temps, faut le dire. Et il termine à 27, 12 passes décisives, 7 interceptions. Extraordinaire, c'est-à-dire que ce mec-là, donc, avec son aplomb physique, va réussir à changer le match. Il prend des risques énormes sur les interceptions. Vraiment, on voit d'ailleurs, il y a une action où il se fait derrière terminer par Steph Curry, mais il l'empêche, cette interception, c'est pas rien. Maintenant, sur la fin de match en soi, c'était le gros problème, la gestion des fins de match. Et en ce moment, depuis la série contre les Spurs, j'ai l'impression qu'il y a une énorme évolution. Il y a une. Russell Westbrook joue juste. Non mais tu vois, écoute cette phrase. Face aux Spurs, il y a eu un changement d'attitude. Russell Westbrook joue juste, il garde la balle, il part pas dans tous les sens. Alors que de l'autre côté, les Warriors font n'importe quoi par moment. Je vois que les Thompson prennent des tirs. J'ai une action, il est dans le corner, il prend un shoot, il y a un mec sur lui. Alors qu'il y a il y a Iguodala qui l'a fait une passe à terre, il va faire un dunk. Non, ils prennent des tirs, ça veut rien dire. C'est très étonnant. Tactiquement, il faut revenir aussi un petit peu sur le deuxième match. Bogut joue que 17 minutes, il est un petit peu diminué. Et derrière, il prend le choix de jouer, pas small ball, très small ball. C'est-à-dire qu'il se retrouve autant que ça. Draymond Green en 5. Peut-être Draymond Green en 5, toujours en 4. Mais en tout cas, là, et c'est la première fois depuis longtemps que le small ball comme ça, ça marche pas. Ils se sont fait massacrer au rebond. Ils n'ont pas du tout contrôlé Steven Adams. Enes Kanter et même Serge Ibaka. Qui était bon. Et Ezeli joue 5 minutes. Space joue peu alors qu'il avait été aussi très bon face à Portland. Il joue 5 minutes, il n'est pas bon aussi. Donc non, mais 5 minutes, tu vois, tu as le droit de le remettre. Il était bon jusqu'au début des playoffs. Et du coup, ils ont souffert. Ils ont joué grand avec Kevin Durant, avec Adams, avec Kanter et Ibaka donc. Ouais, j'oublie. Ils ont joué grand et ils ont morflé là-dessus. Et du coup, c'est peut-être tactiquement, il va peut-être falloir qu'ils se réajustent, qu'ils relancent Ezeli si Bogut est tant diminué que ça. En tout cas, le small ball, pour l'une des premières fois de l'ère Warriors, il s'est fait contrer à domicile en plus. Steven Adams, 16 points, 12 rebonds, plus 19 quand il est sur le parquet, le meilleur plus-minus de ce match. Il fait tout ce qu'il faut. Facteur X. Il fait tout ce qu'il faut. Il fait même des moves. C'est la première fois qu'on me fait un move. En plus, c'est que j'ai pensé à toi, je me suis dit, il va me dire, il va faire un move. Le mec ne fait jamais de move, il n'a jamais la balle poste bas, et là. Tu look à l'occasion. Oui, non, mais des petits trucs, c'est pas des moves. Bon, il a dû toucher. Non, mais on est en train de découvrir un joueur. On savait que c'était un bon soutier. Il a réussi à garder sa place dans un rôle défensif dans ce 5 majeur après l'arrivée d'Enes Kanter. Mais là, on découvre un joueur, c'est-à-dire, il a la férocité, tu vois. Il peut mettre ses lancers. Il a ce petit hook, c'est vrai. Il est toujours bien placé et c'est un bon défenseur. Et quand je vois c'est un leader de défense aussi, Thomas. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Leader aussi. Il communique un truc super positif pour ses coéquipiers. Tu as raison. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas que de la chair à canon qui donne des fautes. C'est un vrai mec qui insouffle quelque chose de positif. Il y a un petit côté Tyson Chandler 2011 avec les Mavs. Plus fort. Dans l'esprit défensif et esprit, c'est ça. Mais quand il a la balle dans les mains, Tyson Chandler, tout le monde, tu vois. Je parlais de l'esprit dont tu parlais. Ouais, c'est un peu ça. J'avais envie de parler de Billy Donovan parce que c'est vrai que ça a beaucoup raillé, peu de système offensif. Franchement, c'est très pauvre. Mais il n'empêche qu'il a réussi à instaurer d'abord une vraie envie. Tu as l'impression que ces gars-là savent, tu vois, ils sont en mission clairement.
Et puis c'est vrai que ce jouer grand, c'est un risque à prendre. Ça a marché contre les Spurs, ça a marché sur ce premier match. Kanter est hyper opportuniste et il leur fait énormément de bien. C'est-à-dire que quand il n'y a pas Westbrook, quand il n'y a pas Durant, tu peux toujours lui faire la balle à Kanter, il va te mettre 6 points par-ci, par-là. Donc au bout d'un moment, on en revient aussi quand même à la grande théorie du basket, où là, c'est vrai que notamment, ça avait été un petit peu le bilan des dernières finales, c'est de dire, vive le small ball, aujourd'hui il faut jouer à 4 extérieurs, voire à 5, c'est super avec un 4 large. Non. Eh ben, au final, quand on a un grand, bon basketteur qui met des lancers francs et à qui on file un peu la boule, eh ben, il peut faire un dégât terrible. Deux grands. Ouais, deux grands, à qui on peut filer la boule. Eh ben, je trouve que c'est très bien. Ça va redistribuer les cartes et je pense qu'ils vont devoir s'adapter, les Warriors. C'est aux Warriors de s'adapter et pas l'inverse. Deux derniers trucs. On a la bataille du rebond, donc 52-44 pour OKC. Donc ils ont gagné cette bataille-là qui est primordiale pour cette série. Et surtout, OKC est à 47% à 3 points, alors que les Warriors sont à 36%. Les OKC ne peut pas être au-dessus, tu vois. Pour les Warriors, c'est pas possible. Warriors aussi, j'ai trouvé, je te dis, une vraie équipe. Tout ce qu'on a reproché en fait au Thunder, je trouve que depuis le milieu de la série face aux Spurs et ce premier match face aux Warriors, c'est-à-dire la gestion de ces matchs, ils sont très bons. Le banc apporte beaucoup de choses. À l'inverse, côté Warriors, j'ai trouvé le banc très discret, beaucoup trop discret pour aller plus haut. C'est ça, on va reparler un peu des Warriors quand même, on va relativiser. On rappelle qu'il y a quelques semaines, le Thunder s'était fait exploser par les Spurs. On est arrivé ici à 1-0, on ne pensait pas que ça allait se retourner à ce point-là. 1 sur 10 dans le dernier quart-temps, 0 points pour Thompson, 3 seulement pour Curry. Ça, clairement, ça ne va pas leur arriver tous les jours. Ah non, je suis d'accord. Pas du tout. Puis maintenant, on a l'habitude, ça fait plusieurs années qu'on fait le press, qu'on débat des finales de conférence. Chaque match, c'est un nouveau renouvellement. C'est un nouveau recommencement. Mais même plus que ça, ouais. Tactique, stratégique, physique, c'est tout. Il y a quand même énormément le momentum. On sait qu'il est important aujourd'hui, le Thunder. Il y aura le match 2 et peut-être qu'après le match 2, ça sera le. Tu vois, ça peut aller très vite. Même, je vais plus loin que ça. Le match 1 est toujours un match à part. Parce que ce match-là, c'est un peu l'ébauche. Derrière, tu fais tous les ajustements que tu as envie. Là, j'ai envie de voir ce que vont faire Steve Kerr et son coaching staff pour voir. L'année dernière, ils nous ont surpris en sortant des trucs. Là, cette année. Ça va être encore le cas. Moi, je le sens comme ça. Je vois les Warriors passer parce qu'ils ont toujours un truc. Ils arrivent toujours à sortir de leur botte un petit machin. Là, ils ont tenté Draymond Green sur André Robertson c'est un peintre. Il peut mettre des tirs. Là, en ce moment, il est bien. En attaque, c'est pas un attaquant. Ah non, c'est pas un attaquant du tout. C'est un maçon du cœur. Parce qu'il défend fort avec un gros cœur, mais il envoie des bricades. C'est un maçon du cœur. Draymond Green est à l'aide. Il flotte énormément. Et je pense qu'ils vont le faire encore plus. Ça, clairement, ça. Mais je pense malgré tout qu'il va falloir qu'il rajoute des centimètres. Mais c'est sur la fin des matchs, parce qu'il joue grand. Enfin, il y a toujours un pivot. Le truc, c'est que le Thunder ne lâche pas, ils disent on va jouer à 2 avec 2 grands à la fin du match. Les Warriors, c'est tout l'inverse. À la fin, c'est toujours Green qui finit 5. En finale, c'était déjà ça et ça a toujours été comme ça. C'est leur meilleur 5 avec Iguodala dans le 5. C'est vrai qu'au final, ça fait beaucoup de taille sur les 3 premiers postes du côté d'OKC, puisque Kevin Durant est quand même aussi inclus en poste. Donc ça fait très haut. Kevin Durant, il leur pose énormément de soucis aussi. Tu trouves tant que ça? Ah ouais, je trouve, ouais. Moi, je trouve pas tant que ça. Les clés de la série. Ce duel là de toute façon de taille. Moi je pense que de toute façon après tout Kanter est bon, Adam c'est bon, mais parce que chaque fois que tout le monde est bon dans cette équipe, c'est quand les deux stars Westbrook, Durant brillent. Il faut limiter. Les deux, c'est compliqué, au moins un des deux. Westbrook. Au moins un des deux. Et je pense que c'est Westbrook parce que c'est lui qui a le plus souvent la balle. Il va falloir ou aller plus vite que lui, mais c'est compliqué, ou alors vraiment casser son tempo et le frustrer. On sait que quand il est frustré, il a tendance à déjouer, à vouloir en faire trop. Il va falloir lui rentrer dans la tête. Il va falloir le faire déjouer. Sur pick and roll, peut-être faire des choses, aller le trapper à 2, l'obliger à lâcher la balle plus vite, à le faire lire beaucoup plus vite derrière son pick and roll. On sait que s'il a le temps derrière, les pick and roll de faire ce qu'il veut, c'est très dur. S'il prend de la vitesse, si on lui coupe sa vitesse derrière pick and roll, sur les défenses sur Westbrook, je pense que c'est là la clé de la série. Après, ce qui est dingue, c'est que par exemple, sur la fin du match, KD rate 7 tirs d'affilée. Et à ce moment-là, on se dit, les Warriors peuvent le faire, encore une fois. Et finalement, il met ce gros tir. Et c'est peut-être là qu'on va attendre OKC. Peut-être la clé, et on parle tout le temps des gestions de fin de match, c'est comment vont se comporter Russell Westbrook et Kevin Durant dans ces fins de match. S'ils arrivent à clore les matchs, ils peuvent passer. Mais les Warriors, à ce jeu-là, pour moi, sont meilleurs. Après les Warriors, la clé du match pour les Warriors, ça serait que le banc se réveille un petit peu. Mais attention, les Warriors, ils se sont fait 4-1 face aux Blazers. C'est un petit peu un trompe-l'œil. Ils perdent. Le match 2, ils se font bouger contre Portland. Ils vont gagner là-bas avec 40 points de Curry, un truc exceptionnel. Sinon, les Blazers reviennent à 2-2. Voilà, ils n'ont pas non plus régalé sur tous ces playoffs. Ils sont moins souverains quand ils sont moins souverains. Clairement, c'est vrai. Pronostic. Moi, je reste sur un 4-2 Warriors. Je vois, clairement. Moi, je vois un 4-3, ça va être pour moi, ça va être une lutte incroyable. 4-3 Warriors pour moi aussi. Vous savez pourquoi je Warriors pense le 4-3 ou... Oui, Warriors. On va avoir exactement la même série que Spurs
face à OKC, c'est-à-dire qu'il y aura un 5e match à 2-2 et qui va complètement changer la phase de la série. Ce sera à Golden State et je vois Golden State gagner derrière et gagner OKC, vraiment. On va revenir un petit peu donc sur les tours précédents. Warriors-Blazers, ça a fait 4-1, 125-121 dans le match 5, c'était une superbe série. Ouais, c'était bien. En termes de niveau de jeu, en termes de... Tu vois, c'était agréable à suivre. Et tu vois, quand on fait la comparaison entre les deux conférences, bah moi en tout cas je kiffe beaucoup plus ce genre de série. Parce que voilà, il se passe des trucs. Damien Lillard est un bon joueur, CJ McCollum est un bon joueur, c'est serré jusqu'à la fin. On dit des choses intéressantes. Non, mais Jordan était trop fort, Shaq était puissant. Oui, mais sauf que. Ah bah attends, Kyrie, il fait de la merde. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des mecs qui assurent à un moment donné, quoi. Sans épiloguer, on a déjà dit pas mal de choses de ces séries-là, mais c'est une série qu'on est peut-être appelé à revoir régulièrement dans les années à venir. On espère en tout cas, parce que ouais, ils le méritent. Ils ont mis les premières pierres de quelque chose d'intéressant. On en a parlé un peu la semaine dernière. Ah ouais, il va falloir que sur la Free Agency ou sur autre, ils trouvent des nouveaux coups à l'intérieur pour amener un petit peu de talent à l'intérieur pour les faire souffler et que pas toute l'attaque repose sur ces deux-là. Mais en tout cas, c'est intéressant. Terry Stotts a été signé 5 ans. 5 millions, ouais, la saison. Spurs Thunder, ça a fait 4-2. Donc pour le Thunder, on va parler de l'avenir des Spurs dans le débat. Ce sera après les news, teasing. Donc on parle des faits basket. Qu'est-ce qui s'est passé pour San Antonio sur ces 2 derniers matchs? Ils ont physiquement explosé. Ils n'ont pas pu tenir la cadence après les 3 matchs. 3 matchs, allez, ouais, à peu près 3-4 matchs, ils ont explosé complètement. Et les fins de match, quand on dit les fins de match des Spurs, ils arrivent à les gérer quand physiquement ils sont bien. Là, pourquoi ils n'ont pas géré? Ils ont explosé dans les fins de match parce que physiquement, le combat imposé par le Thunder, ils n'ont pas pu le relever. Ils n'ont pas pu le relever. Duncan, on avait déjà commencé à le souligner, a beaucoup joué. Il est bon sur le dernier match. Il est bon sur le dernier match, mais ils ont explosé physiquement sur la série et face aux qualités du Thunder parce qu'ils se sont quand même économisés toute la saison. Oui, mais c'est ça. Oui, ça avait des sens. Non, mais ça, c'est très bien ce que tu dis. Ils ont peut-être eu aussi une saison beaucoup trop facile. Beaucoup trop facile, pas assez dans le dur. Et finalement, quand ils ont dû se mettre dans le dur, ils n'ont pas réussi à le faire. Et je pense que leurs 2 leaders les plus baskets, en tout cas pas les plus charismatiques, mais en tout cas les plus forts du dans moment, le jeu, quoi. Kawhi Leonard et Lamarcus Aldridge, se sont effacés. Se sont effacés dans les moments compliqués. Et c'est ce qu'on a toujours reproché à ces deux-là, c'est d'être des joueurs, de très bons joueurs, mais pas forcément des killers. Ouais. Thomas, Leonard, trop timide. Ouais, mais je pense qu'on en reparlera on va en parler dans le débat parce que c'est un truc intéressant. Parce que je pense que la place des gros est importante dans le leadership de fin de match. C'est facile de dire il a été transparent, mais quand tu as les tontons qui sont là et qui ont fait ça pendant 15 ans, tu as aussi le droit de leur donner. Bref, c'est dans le débat. Mais oui, ils ont clairement explosé. Écoute, enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. Oui, ils ont clairement explosé. Et quand je vois le premier match, plus 30 OKC, plus 30 les Spurs, et le dernier match où c'est complètement l'inverse, je me dis qu'il s'est passé quelque chose, tu vois, c'est-à-dire que il y en a une équipe qui a cliqué et l'autre qui s'est complètement effondrée. Et c'était très visible sur les 2 derniers matchs. Moi, je trouve c'est très intéressant. Je te dis, ils font leur meilleure saison régulière de l'histoire. Ça, c'est un débat, ça. Et au final, on va retenir qu'ils sont fait sortir au 2e tour des playoffs. L'année dernière, au 1er tour des playoffs, ça fait 2 ans d'affilée, qu'il n'y a même pas une finale de conf. Fin de cycle, débat. Eh bien, messieurs, très bon teasing. On va passer aux news et on reviendra sur les Spurs dans le débat. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. Sixers, Lakers, Celtics, l'ordre de la draft est désormais connu. La loterie a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Le pompon est pour Philadelphie. Los Angeles est derrière, les Celtics 3e. C'est exactement l'ordre inverse de la saison régulière puisque la loterie a complètement respecté les probabilités. Ça doit être une première, en tout cas, sur les 14 choix comme ça. Non, mais c'est une première. Voilà, c'est une première. Bon, voilà, je te remercie de la confirmation. Donc le top 3, la logique est respectée. Ben Simmons ou Brandon Ingram pour Philadelphie. Eh bien oui, je crois que ça va se finir comme ça. Je pense qu'il y aura 2 contents, ce seront eux 2. Les Lakers ne voulaient pas du 3e choix et déjà parlé de trade. Ils sont très contents d'être 2e. Philadelphie, enfin, a le Graal. Ça fait quand même 3 ans qu'ils sont à la poursuite du premier choix de draft. Ils l'ont enfin. C'était un soulagement en fait pour ces franchises. Vraiment, les Lakers avaient peur de perdre le leur. Les Philadelphie avaient peur d'être 3e pour rater un des deux monstres, attendus. Donc c'est juste une confirmation. Boston, de toute façon, t'as l'impression que tout va bien. Danny Ainge, c'est le meilleur. Ils ont quand même un choix de draft qu'ils ont récupéré dans un trade pour Paul Pierce et Kevin Garnett. T'as l'impression que c'était en 2007, tu vois, genre il y a 10 ans quoi le truc. C'était il y a 3 ans déjà quand même. Tu vois, mais c'est dingue. Donc voilà, non mais c'était intéressant de voir ça. C'était quand même très attendu pour voir comment ces franchises historiques allaient se débrouiller et se dépatouiller avec tout ça. Simmons ou Ingram, toi qui es notre spécialiste NCAA. Moi, je dirais Simmons. Parce que oui, il y a beaucoup de doutes. Oui, c'est peut-être un teubé. Enfin, moi, je ne le connais pas perso. Peut-être. Oui, peut-être que c'est un branleur. Oui, mais il a ce truc. Il a un truc. Il n'a pas de tir, mais il a un truc. C'est potentiel superstar. C'est inquiétant tout ce que tu dis. Mais non, c'est un potentiel superstar. Moi, je dis que le talent. Heureusement que tu n'es pas son agent quand même. Hein. Ah, mais je suis pas son agent. Sinon, je serais pas là, gros. Je te le dis direct. Hein. Non, c'est Rich Paul en plus, son agent. Donc, tu vois. Non, mais tu vois, il a ce truc. Et je crois que
un mec qui a le talent pour être une superstar, il faut prendre ce risque-là. Même les à côté, c'est un profil qu'ils n'ont pas. On sait que Nerlens Noël est dans les rumeurs de trade. Okafor aussi. Moi, tu vois, Okafor aussi. Moi, je pense que je garderais plus Okafor qu'un vrai poste 5. Et on sait que les postes 5 aujourd'hui, et moi je suis désolé, le small ball, on en a parlé un petit peu en début d'émission, à bout d'un ça va avoir ses limites. Un grand à qui tu peux foutre la balle en bas, qui met des points, ça vaut de l'or NBA. Et si tu as un poste 4, 3-4, qui peut un peu jouer all-around, qui crée des espaces et tout, ça peut être intéressant de prendre Ben Simmons autour de Jahlil Okafor. Je ferais tout l'inverse. J'enlèverais Okafor, pourquoi pas avec Boston. Ils veulent absolument un meneur, ils veulent Chris Dunn qui va arriver 4, 5, 6e. Ils veulent absolument ce mec-là. Il leur faut des arrières. Et là, ils sont bien mignons avec leur petit mec. Ils ont 3 pivots. Embiid a dit qu'il va jouer. On ne sait pas ce que Embiid va jouer. Embiid, ça peut être. Alors, écoute, Embiid, ça peut être ce gars-là qui te donne la balle. Okafor a une belle cote. Allez chercher autre chose. Ça peut être ce gars-là. Donc en fait, j'entends ce que tu dis, mais donc Jahlil Okafor, qui a fait une saison qui a été un petit peu compliqué au début de saison, parce que ça va, on a le droit de leur pardonner aussi au petit. Donc qui a eu deux petits problèmes en un mois et qui depuis d'ailleurs après a été plutôt nickel dans l'attitude, on n'a plus entendu parler. Mais oui, non mais après, bref, d'après ça a peut-être marqué. Mais en tout cas, c'est un mec de talent, un poste 5, mais il a joué en tout cas. Il a joué en beat, ça fait 2 ans. Tu me parles d'un mec qui n'a pas joué depuis 2 ans. Alors, en tout cas, Colangelo, donc, qui a repris les rênes de la franchise derrière Sam Hinkie, se retrouve quand même plutôt en vainqueur de l'intersaison, puisqu'il se retrouve avec le premier choix de la draft, avec 2 autres choix du premier tour, avec Dario Saric et Joel Embiid qui pourraient arriver, donc potentiellement 2 autres nouveaux joueurs. Enfin, il est plutôt bien placé. Et énormément d'argent pour surpayer un mec. Parce que je crois qu'il faut que ça passe aussi par là. Il faut des vétérans. Ils ont que des genoux. Là, va surpayer, je sais pas, Eric Gordon, j'en sais rien, un arrière. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Pourquoi pas sur 2 ans? Sur 2 ans. Sur 2 ans. Le mec est blessé tout le temps. Les Pelicans l'ont fait. Ils se sont cassés les dents. Michael c'est l'air. Michael il n'ira jamais. Il n'ira jamais, mais si tu veux surpayer un mec pour encadrer les jeunes. Il n'ira jamais, il va avoir d'autres propositions. Non, mais je te dis, un mec qui ne sera pas énormément demandé. Non, mais j'entends ce que tu veux dire, mais ne sort pas Eric Gordon. Mais pourquoi pas Eric Gordon si tu donnes 15 millions et par exemple, tu parlais d'Okafor, moi je garde Nerlens Noël. Tu penses qu'un poste 5, profil défensif, il y en a des millions? Je ne suis pas sûr de ce niveau-là. Moi je garde Noël. Okafor, une belle cote. Pour moi, un tonton, il y a toujours plus de tontons défenseurs que de tontons attaquants. Je connais pas beaucoup de pivots qui gagnent le championnat NBA. Erwan, beaucoup d'échanges à venir. Les Lakers, les Celtics derrière. Ça va être intéressant. Les Celtics, c'est possible. Les Celtics, vu qu'ils sont assez fournis, et surtout ils vont chercher un gros free agent et un gros go-to guy pour un franchise player avec Isaiah Thomas, c'est possible que ce tour numéro 3 puisse intéresser d'autres équipes et qu'ils puissent en échange récupérer, pourquoi pas, un joueur intéressant autour de pour compléter un peu cet effectif. On sait qu'à l'intérieur, ils ont eux aussi besoin d'avoir des mecs un peu plus talentueux. Pour Okafor. Et surveiller les Suns qui ont 2 choix dans le top 14, puisqu'ils auront le choix numéro 4. Je vous redonne le top 14. Sixers, Lakers, Celtics, Suns, Timberwolves, Pelicans, Nuggets, Kings, Raptors, Bucks, Magic, Jazz, Suns et Bulls. Voilà pour le top 14. On passe au coach. Allez. On passe au coach. Les Pacers sont un nouveau coach et ce n'est pas un débutant. Nate McMillan a signé 5 ans à Seattle, 6 ans et demi à Portland, 478 victoires, 452 défaites en saison régulière. Le but des Pacers, c'était officiellement de marquer plus de points. Est-ce que Nate McMillan est l'homme pour faire ça? Et je vois déjà Thomas qui sourit. Non, mais parce que c'est vrai que c'est un choix étonnant. Alors, il était assistant des Pacers. Donc, apparemment, dès qu'on a su qu'il était potentiellement intéressé, ils l'ont appelé, ils l'ont signé dans la foulée. Ce qui est drôle, c'est que c'est un mec qu'on connaît depuis très longtemps, qui a entraîné donc Seattle. Finale 96 déjà, il jouait contre Jordan, un shooter déjà. Ça a été le premier coach de Nico Batum, puisqu'il a été coach de Portland de 2005 à 2012, je crois. Il a été viré en 2011-2012. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que sur les 4 saisons j'ai la stat qui est extraordinaire, c'est que de 2006 à 2011, c'est lui qui a le pire rythme, c'est lui qui joue le moins de possession sur un match. C'est ce que tu m'as dit pendant la conf. Mais il a dit dans sa conférence de presse, il a dit « J'ai appris, je veux changer, je vais m'adapter ». Mais moi aussi, je peux dire ça. Non, mais Thomas, je pense qu'il a eu des entretiens avec Larry Bird quand même. Oui, j'espère. Il passe immédiatement. Et le basket, depuis 4-5 ans, il a tellement changé en nombre de possessions, et notamment dans la conférence Ouest, où le basket s'est vachement accéléré. On est devenu un peu plus petit. Donc, lui, il est à la conférence Ouest. Il est à l'Est, lui. Bon, tu m'as compris. Le basket, il a changé. Enfin, il va beaucoup plus vite. Il se joue plus petit. Donc, le mec, il est sur les bancs depuis 4 ans et demi. Il va bien voir ce qui s'y passe. J'espère pour lui et pour eux. Non, mais je pense pas que Larry Bird signe un mec pour jouer à 2 à l'heure. Bonne embauche alors, oui ou non? À voir. J'ai du mal à me prononcer. C'est un mec qui a déjà coaché, qui a eu des résultats, donc c'est pas complètement fou. Maintenant, c'est pas non plus la garantie, c'est pas la sécurité sociale. C'est encore un assistant qui prend la place du coach. Tu vois, on en a parlé il y a 2 semaines, je disais mais non, ça arrive pas souvent. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Il n'y a que des assistants qui savonnent peut-être un peu et qui arrivent au poste de head coach. Donc on verra. En tout cas, il connaît les joueurs, il connaît le système, il connaît son GM, il connaît son... Enfin,
a priori, il est à la maison, quoi. Il n'aura pas déménagé, quoi. Peut-être pour acheter plus grand, remarque. Peut-être. La surprise de la semaine, elle nous est venue d'Orlando avec la démission de Scott Skiles. Une seule saison avec le Magic, 35 victoires, 45 défaites. Une annonce qui a surpris tout le monde, y compris ses joueurs. On a vu Evan Fournier notamment réagir avec un what the fuck sur Twitter qui a été repris énormément de fois. Et censuré aux États-Unis. Et censuré, oui, qui a été retweeté avec des petits un peu floutés le fuck. Bon. Alors, donc, surprise. Un peu, parce qu'il avait commencé. Bon, cette équipe, il va falloir qu'il se stabilise, notamment au niveau du front office, pour qu'un mec reste un petit peu longtemps et qu'il commence à mettre en place des choses. On pensait que Scott Skiles était un petit peu le coach idoine, qui pouvait commencer à mettre des choses en place. Cette année, on a vu des trucs pas trop mal. Il y a eu des transferts avec Tobias Harris pour faire un petit peu plus de place à Aaron Gordon. C'était des jeunes, c'était un coach un peu plus rigoureux, donc ça faisait peut-être la bonne balance. Moi, je trouvais qu'ils avaient mis quelques petites pierres et que ça commençait à aller. Bon, ils se barrent, et ils avaient fait 2 pas en avant, ils en font presque 3 en arrière. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a gagné 10 matchs de plus que la saison d'avant, donc il y avait une progression dans le jeu claire, enfin en tout cas, je pense qu'on l'a tous vu, et puis dans les résultats, à un moment donné, ça se monnaie. Apparemment, il avait des griefs avec son GM, et donc c'est quand même une des relations les plus importantes d'une franchise, le GM et le coach. Si les mecs s'entendent pas, ça peut pas marcher. Je crois que c'est aussi simple que ça. J'ai jamais vu, dans une entreprise, c'est difficile. Si le décideur et décideurs sportifs ne se comprennent pas. Un petit mot pour la situation d'Evan Fournier, free agent restreint, Orlando peut s'aligner sur toutes les offres. Ça avait l'air de bien se passer avec Scott Skiles. Ça avait l'air de très bien se passer. Et je pense que les franchises vont pas être folles. Hein. Elles vont bien voir, comme on a vu, Fournier qui était bien avec son coach. Selon qui ils prennent, et elles vont se renseigner peut-être encore un peu plus que ce que certains ont pu faire. La crainte pour Fournier, c'est qu'un nouveau coach arrive et qu'il ne compte pas sur lui, tout bêtement. Enfin, ça, c'est le cas le plus extrême, on n'en sait rien. Si le gars arrive et dit non, je compte pas sur toi, on sait qu'il y a Mario Hezonja qui est drafté l'année dernière, on sait qu'il y a Victor Oladipo sur le poste. Après, il arrive. Attention, cette année, c'est lui qui s'était fait sa place au milieu de ces mecs-là, mais on sait qu'en NBA, les choses peuvent aller très vite et que les coachs sont assez obtus. Dans tous les sports, hein. Si tu as ton gars, tu le mets sur le terrain. Hein. Qui pour le remplacer ? Là, on parle de Frank Vogel, qui serait un bon choix. Apparemment, c'est bien avancé. Et j'ai totalement oublié son nom, je l'avais noté, mais en fait, je l'ai pas noté. C'est son assistant, qui apparemment est en pôle lui aussi. Donc, il y a 2 noms pour Orlando. Mais oui, mais tu vois, c'est dingue. Hein. Donc, Frank Vogel, ce serait un bon choix quand même. Vogel, ce serait plutôt un bon choix. Ouais, ce serait pas mal. Oui, non, mais Frank Vogel, on en a parlé la semaine dernière. Lui, il retomberait bien sur ses pattes, du coup. On est pas inquiet pour lui. Terry Stotts prolongé jusqu'en 2020, en bref. Bon, bonne nouvelle. Oui, très bien. Mérité. Mike D'Antoni à Houston. Peut-être, c'est en négociation. Bon, alors en tout cas, ça collerait au type de jeu. Voilà, il s'entendrait bien avec James Harden. Ah ouais, il jouerait complètement meneur là maintenant. Il aurait tous ces systèmes peut-être de raquette. Mike D'Antoni quand même le pro pour les meneurs de jeu. Il aurait du pick and roll. Il ferait que ça. Mais ils vont pas défendre. James Harden n'est pas un meneur de métier. Ah ouais, mais il joue meneur. Il joue quasiment. On est d'accord, il joue meneur. Il a tout le temps la balle, il prend des pics. Enfin, meneur de jeu quoi. Bon après sur le principe c'est marrant, mais est-ce que ce serait un truc à faire pour Houston ou En tout cas, ça aurait de la gueule. Je comprends, on a tous des. Tu vois, Mike D'Antoni. Ça serait pas pire que ce qu'ils ont fait, moi, même avec Kevin McHale, où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de cohérence. Avec JB Bickerstaff, je t'en parle même pas. Au moins, t'as un coach il y a un coach qui a une idée, qui a une direction. Voilà. Si les joueurs adhèrent, ça serait déjà un pas en avant pour les Mike D'Antoni et James Harden, pour la défense, c'est quand même extraordinaire. On passe au rookie de l'année sans surprise. Karl Anthony Towns est le rookie de l'année, et même à l'unanimité, comme le MVP. 130 votes pour lui, 18,3 points, 10,5 rebonds. Aucune contestation possible. Le plus régulier d'entre eux. Le meilleur d'entre eux, le plus régulier, le plus complet. Okafor avait bien commencé. Porzingis a eu des bons passages, mais ça a été lui le plus régulier. Il n'y a pas vraiment photo. Devin Booker s'est montré sur la fin. C'est lui le plus régulier, tant mieux pour lui. C'est une première marque, comme il a dit dans sa conférence de presse, dans sa carrière. Beau costume d'ailleurs. Maintenant, on aurait dit un mec qui travaille dans un salon d'art à New York, avec des petites lunettes. Dans une galerie. Dans une galerie, exactement. Prochaine étape pour lui maintenant, c'est d'endosser ce rôle de leader avec Andrew Wiggins et les Wolves. Et Thibodeau. Et de les emmener en play-off. C'est là la prochaine étape pour lui. C'est la plus compliquée, je pense. Le classement, Towns, Porzingis, Nikola Jokic est 3e, Devin Booker 4e, Jalil Okafor 5e, Justice Winslow 6e, Emmanuel Mudiay 7, Miles Turner 8 et D'Angelo Russell 9. D'accord à peu près avec le... Alors je trouve que Jalil Okafor, il est un peu loin quand même. 5e, ouais. Ouais, oui ou non. Franchement, moi quand je vois ça, Porzingis évident 2e. Nikola Jokic, c'est peut-être le moins connu de tous, mais quand je vois 10 points, 7 rebonds, 81% au lancer franc, il prend même un tir à 3 points par match. C'est un bon joueur, mais c'est les mecs qui... Bon passeur aussi. C'est un vrai joueur de basket, puis il est très grand, très massif. Tu fais vachement bien le passeur, je trouve bien. L'énorme problème de Jokic, c'est qu'il joue avec Nurkic, et on sait jamais qui est qui dans leur foutue équipe de Denver. Mais ça reste un bon joueur. Non, moi je suis plus choqué par... Non, je suis pas choqué en fait. Devin Booker est un beau 4e, Okafor est un 5e, mec, il rate la fin de la saison, il n'y a pas même de problème. Devin Booker, j'ai vraiment envie de voir l'année prochaine parce qu'il a fait une fin de saison terrible.
fort. Il est vraiment fort. 13,8 points quand même. Hein. Très, très fort. Et ensuite, Moody, Winslow et puis Russell qui a une 3e place. Voilà. Juste un petit mot pour finir avec cette QV 2015-16. C'est bien. Celle d'avant, il y a 2 ans, on nous disait la QV 2014-2015 va être géniale, c'est la meilleure de tous les temps. Non. Celle d'après, par contre, elle va être dégueu. Bah, c'est tout l'inverse. C'est toujours ce qu'on dit. Quand il y a une draft faible, en fait, elle est normale et très forte, on est déçu. Sauf celle avec Kenyon Martin en 2000. Celle-là qui était vraiment affreuse. Allez, c'est pas la NBA, mais on termine les actus avec un petit mot d'Euroleague. Nando De Colo plane sur l'Europe, vainqueur de l'Euroleague, meilleur marqueur de la compétition, MVP du Final Four. Messieurs, il a été énorme, le Français. Il a été monstrueux d'abord en demi-finale avec 30 points, donc c'est le record, c'est un record de points marqués sur un Final Four par un Français. Avant, c'était détenu par Antoine Rigaudot, avec le Kinder Bologne, avec Ginobili à l'époque, il jouait, et coaché par Ettore Messina. Il a été monstrueux en demi-finale et puis en finale il a été très bon. Il a commencé la finale, il y avait un contrat sur sa tête, clairement, de la part du Fener. Ils l'ont bien castagné. Heureusement qu'il y a prolongation. Sur les dernières minutes, il est un petit peu dans la difficulté. Puis en prolongation, il reprend le dessus. Il met des lancers, il finit 22 points, c'est beaucoup. Il est logiquement MVP de ce Final Four, MVP de l'Euroleague. C'était moi, j'avais la chance d'être à Berlin et d'être plutôt bien placé. C'est fort de voir un Français comme ça en live. Il était ému à la fin, il en a presque pleuré. Il y avait sa femme, ses enfants, sa famille. C'est super pour lui. C'est vraiment super. C'était un énorme moment à voir. Retour en NBA ou pas? Moi j'espère, mais c'est toujours pareil. Pour y faire quoi? Voilà, c'est ça. Si tu as un beau projet, s'il y a une franchise qui dit franchement on compte sur toi, alors pas sans parler de 5 majeurs ou de temps de jeu garanti, mais en tout cas, voilà, tu vois, tu as le niveau pour être au moins un super 6e homme, pour être un playmaker, pour mettre des points. Ce gars-là, franchement, il pourrait tourner à 12, 13, 14 points l'année prochaine s'il a des responsabilités. Mais bon, il faut lui donner les responsabilités. Nando De Colo, il sait tout faire. Il n'a pas une grande spécialité, il n'a pas un point fort ultime où tu lui mets 99 à Touquet, tu vois, mais il sait tout bien faire. Et c'est un mec, et ce genre de mec-là, et Nando De Colo particulièrement, si tu veux avoir un impact sur le match, il faut qu'il ait du temps de jeu, il faut qu'il ait le temps de s'installer dans la balle. Il faut qu'il ait la balle. C'est pas un mec qui va faire entrer 3 minutes dans un montre-moi ce que tu sais faire. Alors si c'est pour le faire arriver en NBA dans une nouvelle équipe, lui faire des lay-ups à droite et lay-ups à gauche pour voir ce qu'il sait faire, vaut mieux qu'il reste à Moscou et qu'il s'éclate à faire des Final Four et aller gagner en plus. Alors, par contre, s'il n'y a aucune franchise qui se positionne, moi je comprends pas. Tu t'es MVP de l'Euroleague. Là, tu vois, il est largement au-dessus de tout le monde. Il a joué en NBA, il sait, tu vois, il connaît les minima à produire. Il a fait des bons matchs en NBA. En plus, on se souvient de son match avec les Spurs à Miami, quand il manque le Big 3, il est super fort. Il est énorme. Il est super fort. Il faut se positionner sur un mec comme ça. J'aimerais bien voir Toronto si DeRozan se barre, par exemple. Moi, j'ai vraiment peur. Ça me ferait trop mal au cœur pour lui de le voir aller en NBA, d'être au bout du banc, coaché par un coach ricain avec un bouc qui a 20 kilos en trop et qui le fait pas jouer. Ça, je ne supporterai pas. Si DeRozan se barre, Toronto, c'est bien. Après, moi je suis assez d'accord, il peut aussi devenir une légende en Europe, il y en a. Mais je crois que lui, il n'a pas de problème avec ça en tout cas. Et c'est peut-être le plus important dans l'histoire. Je crois que, tu vois, quand tu es très bien payé, que tu es à Moscou. Je peux vous dire que tu es à Moscou, puis l'équipe tourne autour de lui. Hein. C'est lui la star. Hein. Mais attends, moi, ce qui m'a étonné. Il y a Teodosic et tout, il y a des mecs, mais c'est lui la star. Sur la demi, ils sont presque pas. Tu vois, c'est lui, c'est Kobe, quoi. Mec, 30 points dans une demi-finale de Final Four, faut envoyer. Je crois que le record c'était 31 points sur un Final Four tout court. Donc, en tout cas, on va pas bouder notre plaisir. Ça a été quand même un très beau. C'est de bonne augure pour le TQ. Exactement, il y a ça aussi. Pour ces actus, c'est terminé. On passe au débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice. 67 victoires pour rien. La meilleure saison régulière de l'histoire des Spurs a été conclue par une sortie au 2e tour des playoffs. La question se pose maintenant. Les Spurs doivent-ils tourner la page? C'est notre débat de la semaine. Et messieurs, on commence forcément par l'évidence. Le Big 3, Tim Duncan a 40 ans, Manu Ginobili en a 38 et Tony Parker vient de fêter ses 34 printemps il y a quelques jours. Qui fait quoi? Qui part à la retraite? Qui continue? Qui change de rôle? J'ai donné des indices. Je pense que Tim Duncan partira quand il en aura envie. Et ça, je crois que ça peut changer énormément de choses pour les Spurs. Ceci dit, l'année dernière, c'est lui qui tient la baraque face aux Clippers. Mais cette année, on l'a senti quand même dans le défi purement physique. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai 5. Dans les 5 plus jeune que lui, il souffre énormément. Il n'y arrive pas à jouer. Non, voilà, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Hein. Mais aujourd'hui, il a 40 ans et dire à 40 ans, c'est trop dur pour moi dans les combats de play-off, de demi-finale de play-off, c'est trop dur. Et de toute façon, et vu qu'aujourd'hui, je vois pas, il ne va pas aller ailleurs, il va pas. Moi, j'ai envie qu'il arrête parce que ça m'a fait de la peine de le voir comme ça. Il avait fait un peu illusion l'année dernière face aux Clippers.
Là, cette année, il a vraiment, vraiment souffert. Oui, non, mais je te rejoins clairement. Je crois que, je peux pas comprendre qu'on puisse dire Tim revient. J'ai pas envie de voir ses stats chuter. Là, il est quoi? Il a 8,6 points, 7 rebonds, qui est encore honorable en 25 minutes. Mais j'ai pas envie de voir un Tim Duncan à 5 points, 6 rebonds, tu vois, ce genre de truc. C'est une légende. Et les légendes, il faut qu'elles arrivent à partir au bon moment. C'est-à-dire, quand tu as encore des stats, tu vois, pour pas bousiller toute ta carrière, entre guillemets. Et surtout pour pas laisser une impression de « Ah non, là, c'était trop ». Là, sur la série, on est à 2 doigts de le dire. Ou alors tu fais comme Kevin Garnett, t'es tellement longtemps blessé qu'on savait même plus que t'étais là. Attends, Kevin Garnett à la fin de la saison, ah oui, il est toujours là. Mais Kevin Garnett, après son départ de Boston, il est plus dans des équipes qui jouent le titre. Non, donc ça se voit moins. Là, il est à Minnesota, ça se voit moins. Ah bah là, on le voit plus du tout, mais c'est triste. KD, la fin à Brooklyn. Non, mais c'est ce que je dis, mais c'est pas des équipes qui jouent le titre. Là, le fait quand ils se retrouvent quand même dans des combats d'équipes qui jouent le titre, ça fait encore plus mal au cœur. C'est ça ce que je veux dire. El Manou. El Manou, il a. C'est pas la même chose pour Duncan parce que tu as commencé en disant il partira quand il choisira. Mais je crois que Ginobili c'est pareil, non? Je vois pas, genre les Spurs vont lui dire. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Non, mais je vois pas les Spurs dire Manu, t'es bon, mais c'est un petit peu différent. Ginobili est déjà rentré quand même vraiment dans un rôle maintenant où ses séquences et ses minutes sont vraiment. Sont vraiment limités et choisis, et plutôt bien choisis. Et je l'ai trouvé plutôt bon avec des petits coups de feu, d'éclat, des tirs à 3 points. Il arrive toujours à mettre 2-3 pressions défensives. Et Ginobili, c'est peut-être celui pour lequel, des 3 même, je vais mettre Parker là-dedans, c'est celui des 3 dans lequel où il peut garder encore son petit rôle avec des minutes, il a encore du jus. C'est un mec qui a encore un peu de jus sur des séquences très courtes, mais qui peut encore un petit peu amener de folie et de scoring. Il a qu'à revenir en Europe, qu'on se marre un peu, non? Alors, Tony Parker. Tony Parker, c'est le cas le plus difficile. Parce que, d'abord, d'un point de vue contractuel, Tony Parker, on est en train d'en parler comme s'il était en fin de carrière. Le gars a 34 ans, il lui reste 2 ans à peu près 15 millions. Hein. 2 ans, c'est beaucoup. Tony Parker est à la croisée des chemins, lui aussi. Ça restera un leader exceptionnel pour cette franchise. Il ne va pas partir, ils ne vont pas le transférer, ils ne vont pas le couper, ou alors il y aura une énorme surprise. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans la NBA actuelle, tu parlais des 5 surathlétiques, je crois que le poste de meneur, c'est encore pire. Tony Parker n'a jamais été un joueur très athlétique, mais très véloce, donc il s'en sortait toujours. Là, tu arrives à un truc où quand il y a la rumeur Mike Conley, tout le monde se dit c'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être le moment d'amener un meneur plus jeune, un bon meneur, Conley par exemple, qui peut jouer meneur, mais qui va défendre, qui va s'inscrire dans un vrai collectif. Est-ce que c'est pas le bon moment d'amener un mec comme ça? Alors, tu le disais, il y a une rumeur, Mike Conley, rapportée par plusieurs médias américains, qui serait une des cibles de San Antonio pendant la Free Agency. Erwan, bonne idée. C'était une surprise sur cette heure-ci. Bonne idée parce que, dans le joueur pur et dur, hein. Bonne idée parce que c'est un meneur qui n'est pas un meneur scoreur fou, c'est un meneur qui fait jouer les autres. On l'a vu avec Memphis, capable de mettre des tirs, qui va défendre, me donner l'exemple sur la pointe de la défense. Je pense que ça peut coller à l'image des Spurs. Maintenant, que faire de Tony Parker? Est-ce qu'on lui donne un rôle de deuxième meneur? Ce serait étonnant. Est-ce qu'il va l'accepter? C'est très compliqué. Est-ce qu'on les fait jouer tous les deux? Ça fait très petit après. Pour défendre sur un poste 2, ça va être aussi très compliqué pour Tony Parker. Imagine contre Westbrook et Waiters. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il accepterait, Tony Parker? Moi, on ne va pas me dire qu'à 34 ans, Tony Parker va accepter ce que Manu Ginobili arrive à accepter. Ouais, mais sachant que Ginobili, ça a toujours été un 6e homme. Donc déjà, de base, c'est différent. C'est une autre question d'ailleurs que j'ai lu un article sur, je crois que c'était SB Nation, j'espère que je cite bien, qui disait Tony Parker doit accepter son rôle, ce qu'ont déjà fait, tu disais Tim Duncan et Manu Ginobili, et que, selon cet article-là en tout cas, voilà, lui il a un peu plus pris les choses en main pendant la série contre OKC par moment, alors qu'il aurait peut-être fallu laisser à Leonard et Aldridge. Moi je pense qu'il a pris les choses en main parce qu'on en avait débattu, parce que c'était une réponse stratégique et tactique. Seulement, tu penses? C'est pas aussi un peu. Tony Parker est comme ça aussi. Sur les pick and roll, peut-être qu'après le premier match où c'était une réponse tactique, j'ai du mal aujourd'hui, tactique derrière les pick and roll pour défendre sur Aldridge, peut-être qu'après il s'est dit mais moi aussi voilà. J'ai encore le niveau quoi. J'ai encore le niveau. Il a été bon hein, face au Thunder, donc c'est dur de dire qu'il est aujourd'hui fini, mais amener un meneur All-Star, il n'est pas All-Star, quasi All-Star, qui est Mike Conley. Qu'est-ce que tu fais de Tony Parker? Tu peux. Enfin, ce que vous essayez de me dire, c'est que si Mike Conley arrive, Tony Parker est échangé grosso modo. Parce que quand Thomas me dit, c'est sûr qu'ils vont pas le transférer, c'est tout. Je suis pas si catégorique que toi. Je suis pas si catégorique. Non mais je comprends. Il y a toujours une part de, on ne sait pas. Mais ça m'étonnerait. C'est vrai qu'il y a eu une rumeur à 10 ans contre Jason Kidd. Oui, ce serait étonnant qu'après 4 titres pour Tony Parker, après tout ce qui s'est passé, ces mecs-là qui disent « Lui, je veux jouer 20 ans dans ma franchise », ils vont pas lui dire « Mec, t'as 15 millions en 2 ans, après, on te next, quoi. C'est pas possible. » Après, est-ce que tout le monde fait des sentiments au bout d'un moment? Parce que s'ils ont une franchise à reconstruire... On parle des Spurs. Il y a bien une franchise qui pourrait faire ça, c'est bien eux.
Pardon, mais j'ai l'impression. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais venir Mike Conley? Mais non, donc tu gardes Parker pendant 2 ans. Mais alors, tu trouves quoi? Enfin, on trouve un deuxième meneur. Patty Mills, c'est quand même très. On a vu que c'était compliqué de jouer avec les 2 meneurs. Absolument. Et dans le basket moderne, c'est dur de jouer sans meneur. J'entends. Enfin, sans meneur. T'es en train de me dire quand même juste un truc qui est important. T'es en train de me dire que si t'as l'occasion de signer Mike Conley, tu le fais pas. Juste parce que t'as Tony Parker. Ouais. C'est très sentimental. Une marque de respect. Et dans 2 ans, tu fais comment? Oui, mais la marque de respect, c'est aussi de dans 2 ans, ce sera dans 2 ans, j'entends. C'est aussi de gagner des titres, là, quand même, je te rappelle, Thomas. Ouais, mais on dit ça comme s'il était cramé, il est pas cramé. L'année dernière, ils font premier tour de playoff, ils sont éliminés, et là, ils sortent en demi-finale. C'est pas glorieux, ces 2 dernières saisons, quand même. Mais en quoi? Dans le bilan. Non, mais peut-être qu'au bout d'un moment, quand il faut changer les choses, il faut peut-être aussi changer les fondations, et Tony Parker fait partie des fondations. Je crois que la fondation ultime, c'est Tim Duncan qui prend sa retraite, remplacé par la Marcus Aldridge. C'est fait. L'autre fondation, c'est d'avoir Kawhi Leonard, qui est déjà le leader de l'équipe. C'est fait. Le poste de meneur de jeu, je crois que c'était le moins problématique par rapport à tout ça, par rapport à la legacy, j'ai oublié comment on dit ça en français. Oui. La légende. Non, vous l'avez pas non plus, horrible. Oui, bon, vous m'avez compris. À donner à quelqu'un d'autre. L'héritage. L'héritage dans l'oreillette, merci. Merci Paul. Je crois que c'est le truc le plus difficile à transmettre. Je crois qu'ils l'ont déjà fait en allant chercher la Marcus Aldridge. Alors attends, c'est aussi un point qui se pose. Tu me dis, la Marcus Aldridge remplace Tim Duncan. Peut-être en tant que leader, mais peut-être pas en tant que pivot, non? Ah, mais il faut trouver un pivot. Voilà, c'est un Aldridge est arrivé en disant je ne veux pas jouer. Ils l'ont le pivot. Marjanovic sur 30 minutes. Mais ils l'ont le pivot. Mais aujourd'hui, attends. Il est en fin de contrat d'abord. Mais d'accord, il est en fin de contrat. En tout cas, il est là, il est là. Ils l'ont plutôt bien aimé là-bas et tout. Et quand il a fait jouer, il a été bon. T'es pas obligé de faire jouer 30 minutes. Tu peux faire des séquences. On rappelle que Boris est aussi en fin de contrat. Non. Il reste. Moi, j'ai vu ils ont une option. Il reste 2 ans à 7 millions. Ils ont une option pour ne pas le garder. Ah oui, voilà, c'est ça. Il sera fixé le 30 juin. Il est non garanti avec un certain montant à payer. Mais Marjanovic, tu peux lui filer 25 et prendre un pivot peut-être un peu plus mobile pour avoir des options différentes. Mais moi, tu mets dans le 5, alors tu l'installes et tout ça. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Et c'est vrai que le poste de meneur, on a vu que Tony Parker, dans ses playoffs, était encore tout à fait capable de jouer à ce niveau-là. Et je crois que cette rumeur de Conley, c'est pas la priorité. Il faut peut-être trouver des seconds couteaux. Et c'est ce qui a manqué. Un banc un peu plus saignant pour les Spurs, des seconds couteaux. Un deuxième meneur un peu différent que Patty Mills, qui est assez unidimensionnel et qui est que dans le tir. Tu peux le garder, mais sur des séquences. Voilà. Et puis trouver derrière Marjanovic un pivot un petit peu plus moderne. Voilà, tu sais, qui peut s'écarter au large, qui peut défendre. Bon défenseur et tout. Mais tu vois, quand tu parles du banc, je crois que c'est ça la chose à retravailler aux Spurs. Parce que quand je regarde Patty Mills, Manu Ginobili, Kyle Anderson, Boris Dio, David West, Matt Bonner, Marjanovic. Il est là, le chantier pour les Spurs cet été. Trouver un pivot ou alors amener Marjanovic dans le 5, mais en tout cas trouver une autre force à l'intérieur. Moi, j'aimerais bien Marjanovic dans le 5 et je trouvais, tu vois, un pivot comme Boris derrière Marjanovic. Tu fais jouer Boris pivot. En 5 ouais, et puis tu alternes sur les deux. Et puis n'oublie pas mais n'oublie pas que la Marcus Aldridge peut aussi se décaler en pivot par séquence. La question Boris Dio, vous l'avez évoqué un peu avec son contrat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué une seule minute dans le dernier match. Est-ce que c'est significatif? Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'ils vont le garder? Il n'a pas saisi sa chance pendant cette série face à OKC. Il n'a pas saisi sa chance. Et Popovic ne l'a pas remis sur le terrain sur les derniers matchs. Sur le dernier match notamment. Donc c'est un peu. Il n'y a pas une rupture. Voilà, il n'y a pas une rupture. Je pense de ce qui filtre un petit peu dans la presse, on sait qu'il s'aime bien. Maintenant, moi, je pense que c'est un basketteur, Boris Dio, et les basketteurs aux Spurs, ils ont toujours un accueil un peu particulier. Moi, je te dis, Marjanovic, en grand comme ça, en poste 5, et un mec comme Boris qui peut faire 4 et 5, jouer basket, qui peut vraiment amener une autre option sur ce poste-là. C'est intéressant, il est installé là-bas, il a été champion avec eux, il connaît le système Spurs. Voilà. On se rappelle qu'ils ont été champions grâce à lui, quand même, il y a 2 ans. Ce banc dont tu parlais, un peu plus jeune, un peu plus athlétique aussi, peut-être. Ah oui, je crois. C'est comment il s'appelle encore? Non, pas Bobby Simmons, non, c'est pas Bobby. Comment il s'appelle? Jonathan, il faut des profils. Jonathan, je crois que c'est. Ouais. Il faut des profils athlétiques. Sur le poste de meneur, il faut un athlète. Je suis désolé, mais là, il faut un gars qui puisse courir, qui monte la balle très rapidement, qui puisse défendre, faire des pressions tout terrain. Corey Joseph, ils l'ont laissé partir. Ça, c'est une autre affaire. Il faut un poste 3. C'était pour réussir à signer Aldridge au niveau des salaires. Bien sûr. Et je crois qu'il faut un autre créateur. Si Gino se barre, il faut un autre créateur sur les postes arrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. À côté de Kawhi. Bah ouais, clairement, derrière, qui peut faire des trucs. Qui est un créateur, mais plus pour mettre des gros tirs. Et pour lui, surtout. Pour mettre des tirs et qui est un créateur pour lui, ouais, c'est pas. Il faudrait vraiment un mec un peu plus. Avec du handle, pick and roll, du pick derrière, ça et tout. Un vrai, presque un combo. Un 2, tu vois. Un 2 qui joue là. Tu vois, qui peut prendre la balle et marquer 10 points de suite. Alors, il y en a.
Faut faire un bon choix. Connaissant les Spurs, ils vont pas prendre un malade mental. C'est pas leur style. Mais tu vois, c'est ce genre de gars-là, mais que tu peux faire jouer sur des séquences et qui va pas péter les plombs. Donc, pour revenir, on est assez d'accord pour le coup. C'est vraiment, c'est le banc, moi, parce que le cas Tony Parker, moi, je pense qu'il peut encore jouer. Il peut encore jouer 1 an, 2 ans sans problème sur le poste de meneur, en jouant juste avec. Quand tu files la balle à Kawhi Leonard en poste 3, tu vas trouver la Marcus Aldridge en poste 4. Si tu as le grand de Marjanovic, tu vas lui foutre la balle en post-up. C'est quand même. Voilà. Et si tu rajoutes ce petit 2, athlétique, scoreur, qui peut des fois le soulager aussi dans la création, peut-être défensivement aussi le soulager. Derrière Danny Green, tu vois. Bien sûr. Danny Green qui a encore 2 ans à 10 millions. Aussi. Ouais, mais tu vois, Danny Green, qui, voilà, et là pour le coup, dans son registre, c'est trop unidimensionnel. Du tir, de la défense, il faut un mec. Il en faut comme ça. Il en faut. Mais là pour le coup, lui, il est dans le 5. Et là, c'est là qu'il faut ce mec, tac, tac, Gino. Qui arrive du banc. Mais Gino en plus jeune. Gino en plus jeune. Ah, mais de toute façon, bien sûr, tout à fait d'accord. Bon, en tout cas, on a les bases. Donc le banc, gros chantier, le poste de pivot Après, qui faut sera pas en tout faire suspens exploser, aussi. mais je pense qu'il y a Là, tu pourras le faire tout Non, exploser. mais voilà, alors il a dit que la base, Leonard Aldridge est là. Bah ouais, je suis d'accord avec Il toi. disait que la base Aldridge-Leonard était là, d'accord aussi. Ouais, complètement. De toute façon, c'est sur ces deux-là, contractuellement, c'est sur ces deux-là qu'il faut s'appuyer. Et puis même sportivement, il n'y a pas de problème. Ça risque de manquer un petit peu de caractère par moment. Et Ça, c'est oui. Ça s'apprend. Ou pas. Mais ça s'apprend. Mais en tout cas, il y a un point d'interrogation là-dessus. C'est ce que peut-être Tony Parker peut apporter, parce que c'est le plus jeune du Big Three. Et je te dis, un poste 2, je suis tout à fait d'accord avec Thomas. Et puis, trouver derrière un mec comme Marjanovic, moi je garderai Boris quand même, qui est tenu là-bas. Que va faire Tim Duncan? C'était la question posée sur Basket USA. Je le vois absolument pas faire une dernière saison de gala à la Kobe. Ça, c'est Osam qui nous disait ça. Je sais pas si vous vous souvenez de sa tête. Après s'être fait bloquer par Ibaka à 3 minutes de la fin et la contre-attaque qui va avec. Il avait l'air absent. Il donnait l'impression d'avoir compris qu'il jouait les dernières minutes de sa carrière. Alex 94, d'accord? Bon, il voit des choses que nous, on n'a pas forcément vues, mais ça s'entend. C'était peut-être son dernier match. Moda Funker nous dit c'est fini. Ça s'est vu dans son langage corporel dans la fin du match 6. Ils étaient 2 alors. Et puis Deidara nous dit il va reprendre la natation. Bah, j'aimerais bien. Champion olympique. Ça entretient en tout cas. Tim Duncan va-t-il prendre sa retraite? Oui, à 64% sur Basket USA. Pour la reconstruction, on l'a dit, les priorités, le banc. Ouais, le pivot. Rajeunir le banc. Ouais. Et, athlétique. Rajeunir le banc, ouais, bah oui, forcément. Tu vas pas prendre des mecs avec des pieds plats. Hein. Bah, David West, il est athlétique. Voilà pour le débat de la semaine. Nous, on passe au top et au flop. Parker gets past Green is fouled and puts it in. What a shot by Tony Parker. On passe finalement au French Corner, excusez-moi, parce que c'était la petite surprise de cette émission. Et nous allons donc, messieurs, faire un petit point sur la saison des Français. Très rapidement, je vous donne un nom et des stats et vous me dites en quelques mots ce qui s'est passé pour lui. Nicolas Batum, 14,9 points, 6,1 rebonds et 5,8 passes en 35 minutes par match. La belle saison avec les Hornets, il est en fin de contrat. La belle saison avec les Hornets, il a démarré très fort. Non, mais à Noël, son nom se murmurait presque pour l'All-Star Game. Après, Nico, il a toujours des hauts et des bas. Dans ces saisons, il faudrait qu'avec l'âge, il gagne en régularité. Mais voilà, une très bonne saison avec les Hornets, il est en fin de contrat. Moi, j'aimerais bien le voir continuer chez les Hornets. C'est la confirmation de son niveau, un peu. C'est l'homme à tout faire, glue guy par excellence. Un profil très recherché en NBA, un gars qui peut défendre sur les postes 2, 3, qui est même leader, parce qu'on l'a senti leader cette saison avec les Hornets. On a vu quand il n'était pas là, comme ils ont galéré. Et puis qu'il peut avoir la balle dans les mains. Et ça a de l'or, qu'il ne va pas les perdre n'importe comment. Il va trouver le bon gars. Si tu as un meneur offensif comme l'ont été Lillard et Kemba Walker, et ben, je pense que lui peut vraiment s'exprimer. Il va signer pour 20 millions. Evan Fournier, il va signer où, tiens d'ailleurs? Il reste? Moi, j'aimerais bien qu'il reste. Je sais que Toronto est sur ses côtes terribles. Je sais pas vraiment. Qu'il aille aux Lakers, s'il a envie de se marrer. Evan Fournier, 15 points, quasiment 3 rebonds, quasiment 3 passes en 32 minutes. Lui aussi, c'est bien établi. Lui, c'est très bien établi. Pourtant, on se souvient qu'il y avait une forte concurrence. Il s'est vraiment installé, mais gros mental. Puis il a montré beaucoup de caractère sur les fins de match. Il a mis des gros tirs, il a défendu. Ça a été un vrai leader cette année. Parce qu'à Orlando, c'était un petit peu la manière de jouer, c'est qu'il y avait pas mal de leaders. Et lui, en tout cas, il en faisait partie. Avec le départ de Scott Skiles, je sais pas. Moi, j'aurais misé sur le Magic, mais peut-être que là, à New York, tiens, après, ils peuvent s'aligner. Hein. Ouais, pourquoi pas. Mais à New York, ce serait cool. Avec Kevin Serafin, ce serait une drôle de paire française. Non, il a réussi sa saison. On se souvient quand même qu'il a refusé un contrat l'été dernier, donc il y avait une énorme pression. Non, il refuse en début de saison, ça sort beaucoup plus tard. Ah, d'accord. Mais il n'empêche qu'il réussit sa saison, il aurait pu se péter, il aurait pu être nul, il aurait pu ne pas jouer. Il joue, il est à presque 15 points par match. Dans le Magic, tout le monde a regardé, ils ont fait quelques bonnes perfs en fin de saison. Ce gars-là va signer pour 15 millions. Après, c'est ce qui est génial avec Evan Fournier, c'est qu'il doute jamais. Et il doute jamais. S'il y a bien un Tony Parker, tu vois, dans la suite, c'est lui, tu vois, dans la tête. Yann Maimi, 9 points, 7 rebonds, 1 contre en 25 minutes avec les Pacers. Lui aussi, une des belles histoires de cette saison. Très belle histoire, il a répondu présent, on l'a promu
pivot titulaire. Il a plutôt bien répondu aux attentes. Il a même en plus aidé à l'éclosion de Miles Turner. Il a tout bien fait cette année, Ian Mahinmi. Il a été un petit peu affaibli et blessé en playoff, mais même là, il a encore montré du cœur et de l'envie. Donc voilà, c'est un mec qu'il faut signer. C'est des valeurs sûres, c'est des bons mecs à avoir dans l'équipe. Donc j'espère qu'il restera à Indiana. C'est bien pour les pivots de rester dans la continuité. Ouais, lui aussi, hein, est free agent. Surtout free agent. On va voir combien. Ouais. Lui, c'est intéressant de savoir à combien il va signer parce qu'il n'a pas 25 ans. Au moins 10 millions, non? J'espère pour lui, vraiment. Hein. Il est, je crois, à 4 millions. Il peut signer à 10. Déjà, au-dessus de 2,10, c'est 1 million par centimètre. Par centimètre, ouais, à peu près. Ouais. Tony Parker, 12 points, 5 passes, 2 rebonds en 27 minutes. Il a fini fort. Il avait commencé un petit peu dans le très bas, ouais. un petit peu touché aussi moralement certainement par l'euro français. Mais il a bien fini et il a été plutôt bon en play-off quand on l'attendait. Il a un step-up dans des matchs importants. Il peut encore jouer, ce qu'on disait dans le débat. Il peut encore jouer 2 ans, Tony, il n'y a pas de problème. Hein. Il peut encore jouer, mais j'ai l'impression qu'il ne gagnera plus un match-up. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, j'y pensais pendant le débat. C'est plus qu'on va lui demander. Je crois aussi. Mais d'avoir un mec qui gagne son match-up, si on ne lui demande pas, c'est toujours bien. Non, mais c'est parce qu'on va lui demander de mettre de l'ordre dans la maison, de mettre les ballons là où il faut. Et ça, il sait parfaitement le faire. Il a appris à le faire. Et puis, il sera toujours capable de sortir de sa boîte et d'en mettre un ou deux. Rudy Gobert, 9 points, 11 rebonds, 2 contre, 2,2 contre en 31 minutes. Ça a commencé difficilement. Finalement, il y a eu Non, parce que j'allais dire, c'est la déception d'Erwan cette saison. C'est la déception. Alors, c'est la déception d'Erwan. C'est une petite déception. Souvenez-vous, l'année dernière, on en parlait quand même comme le futur MIP. C'était attendez, les gars, voilà, aujourd'hui, dans le classement MIP, il n'y est quasiment pas. Si, je crois qu'il y a eu quelques voix. Il y a eu quelques voix. Enfin, il n'est pas dans la course. Il n'est pas dans la course. Mais c'est toujours compliqué les années où on t'attend. Donc là, on l'attendait. Je pense qu'il va revenir l'année prochaine un petit peu encore plus fort. Personne ne va l'attendre pour un hypothétique titre individuel, donc ça va aller beaucoup mieux pour lui. Mais l'avenir lui appartient. Donnez-lui un meneur. Il va tourner à 15 et 11, tu vois. Bah ouais. Geoffrey Lauvergne, 8 points, 5 rebonds, 17 minutes à Denver. Ça serait bien qu'il lui fasse vraiment confiance à lui à Denver. Ça serait bien au bout d'un moment. Chaque fois qu'il joue, il est bon, ça va, arrêter. Par contre, il y a une énorme concurrence, Jokic, Nurkic, Lauvergne. 4-5, mais les autres, c'est des vrais 5. Farid. Mais après, c'est la NBA, les gars. Tu vas dans la meilleure ligue du monde. Mais il a la tête sur les épaules. Franchement, tu vois, il y a des mecs comme ça, on peut pas douter d'eux. Lui, ce gars-là, tu vas lui donner du temps de jeu. Il a certes quelques défauts en défense et tout, mais il va jouer, il sera bon. Et il faut juste qu'il trouve la bonne situation. Son coéquipier Axel Toupane, 3,6 points, 1,5 rebonds en 14 minutes. Il est arrivé en cours de saison, il était passé par la D-League. C'est un joueur NBA. Tu vois, non mais... Il a signé pour 2 ans en fait. Hein. Ouais, il a signé pendant le cours de saison. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut, bonne saison ou pas bonne saison. Le mec est un joueur NBA. Est-ce que quand il avait 15 ans, il pensait qu'il le serait? Peut-être. Mais en tout cas, tu vois, déjà d'avoir cette marque-là, d'avoir une marque de confiance de ta franchise. On sait que sur la draft, ils vont chercher encore un ailier 2-3 athlétique. Sur ce poste-là, il a clairement une carte à jouer. Il va falloir qu'il en profite. Boris Dio, 6 points et demi, 3 rebonds, 18 minutes. Saison demi-teinte quand même, non? Demi-teinte. Mais après, Boris, voilà. On l'attendait pour les playoffs. On l'attend ailleurs. Il y a quand même cette année David West, Marjanovic, Duncan, Aldridge. Boris, ça fait 5, tu vois, ça fait beaucoup de gens. Ça, Kyle Leonard, sur des séquences, pouvait se décaler en 4. Ça fait beaucoup. Boris, il a besoin d'un petit peu de temps de jeu pour marquer des esprits, pour impacter sur un match. Il a plus 25 ans pour sortir du banc comme un phénix et faire le faux follet. Mais je te dis, on en parlait dans le débat. Moi, je pense que Marjanovic en pivot titulaire et Boris derrière, qui peut jouer pivot, il a déjà prouvé, et qui peut même dépanner en poste 4 et amener sa science, ça serait très bien qu'il reste aux Spurs. Alexis Aginsa, 6 points, 5 rebonds en quasiment 15 minutes par match. On a tant de Français qui jouent bien, mais qui sont toujours en ballottage bizarre. Tu vois, quand Séraphin va arriver, c'est pareil. Tous ces mecs-là qui ont le niveau NBA, qui peuvent jouer. En fin de saison, il a joué. Ils n'ont pas gagné un match, mais il a joué. Il a fait des gros stats. Alexis Aginsa. À chaque fois. Comme à chaque fois qu'il joue. Ce gars-là, mais je sais pas ce qui manque. Est-ce que c'est juste la confiance du coach ou est-ce que, tu vois, il peut peut-être montrer des signes de Moi, je pense qu'un mec, quand tu mets chaque fois un mec et qu'il est au minimum correct, voire très bon, au bout d'un moment, c'est un problème de coach. Ouais, mais je l'entends. Mais tu sais, ça marche pas que comme ça. Sinon, ce serait trop simple. Il est pas compatible avec Davis. Ok, il joue avec Davis, il est bon. Quand il n'y a pas Davis, il est bon en aussi. Même temps, c'est pas un bon défenseur. Le problème, par contre, c'est qu'il était libre l'an dernier. Il a choisi de re-signer là. Il prend moins son cash. Il prend moins ça pour lui. Je suis persuadé qu'il est heureux. Hein. Kevin Séraphin, t'en parlais. 4 points, 3 rebonds, enfin 2,6 rebonds, 0,8 au niveau des contres et 11 minutes par match à New York. Un nouveau free agent. À Washington. Voilà, c'est clair. On l'a vu, on a eu la chance de le voir il n'y a pas longtemps en interview. Kevin, il faut qu'il trouve un point de chute où il peut jouer. Voilà. Joachim Noah, 4,3 points, 8,8 contre en 21 minutes. J'avais même oublié qu'il était dans la liste. Alors les Bulls veulent re-signer Joachim Noah. C'est ce qui est ressorti ces derniers temps. Est-ce que Joachim Noah doit vouloir re-signer aux Bulls? Mais moi je pense qu'il a envie de re-signer là-bas. Après c'est une question de tarot. Hein. Tu vois, lui il va pas prendre 5 millions à saison. J'ai envie de le voir ailleurs.
J'ai envie de le voir dans une. Qu'il aille aux Lakers. Ils ont besoin d'un pivot. C'est ce que j'allais dire. Bah voilà, donnez-lui 10 millions qu'il aille. Avec 15 millions. Ou alors, de l'autre côté, à New York, c'est chez lui. Il y a déjà Robin Lopez. C'est chez lui et tout. Ouais, mais Robin Lopez, il y avait déjà eu des rumeurs de transfert. Ouais, mais pour l'instant, il est là, je veux dire. Là-bas, il n'y a mais- personne. Enfin, s'il y aura Hibbert, il n'y a personne. Non, mais... Et puis Damien Inglis, quasiment 2 points, 6 rebonds, 7,8 minutes. Il a joué une vingtaine de matchs. C'est un joueur NBA, tu vois, c'est important. On peut pas dire le gars joue pas, est nul, je sais pas quoi. Il a été beaucoup blessé. personne Le n'a dit temps ça. qu'il arrive, il va falloir qu'il s'installe. Mais il a un physique pour jouer en NBA. Il va falloir qu'il s'impose, tu vois, c'est tout. Voilà pour le point des 12 Français qui Jabari, il y ont a du joué monde en devant NBA. lui en tête au coup. Ah, mais il y a Jabari du- Parker. bah Il y a du monde devant tout le monde, là. Il est pas dans le meilleur spot. Hein. Non, Là, c'est il y a sûr. du monde. Voilà pour le point sur la saison des Français. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, messieurs, ça a encore été très agité. Erwan, ton top? Mon top, moi, c'est D-Wade qui m'a régalé pendant sa série face au. Je pose D-Wade face à Miami. Il a été énorme, monstrueux. Voilà, on a retrouvé presque le D-Wade de 2006. Et ben voilà, moi, c'est l'un des rares qui m'a régalé dans ma télé dans cette série. Donc voilà, bravo à lui. C'était. Ah oui, oui, C'était oui, top. oui, clairement. Thomas. Moi, mon top cette semaine, eh bien, c'est LeBron James. Ah. On a sorti enfin. Fausse mise en scène. Mais non, parce qu'en fait, moi, mon top je l'ai pas cette noté, année, je l'avais oublié. Surtout que c'est une surprise. LeBron James, arrête. Ben, il C'est avait rare. annoncé. Ben, C'est rare que ton top sur LeBron James. ouais, enfin, c'est pas pour le basket, hein. Il est trop fort, il Ah m'a bon. fait rêver. Mais c'est clairement pour le contrat à 1 milliard Ah à vie. oui. Non mais les gars, il a signé. Alors c'est son agent ou un de ses proches qui l'a dit dans une interview, Maverick- qui a Maverick confirmé. Carter, ouais. Ouais, c'est ça, qui a confirmé que LeBron avait signé un contrat à vie à plus de 1 milliard de dollars. Mais moi, ça me fait rêver. Tu penses qu'il va m'envoyer un petit chèque de 500 balles ou pas, lui? Ah bah, C'est là, Kevin Durant. encore Kevin plus. Durant, j'attends. Kevin Durant, ouais, Putain. là il a de quoi. Hein, quand même. Ah oui, il là, pourrait il même a- envoyer 5 millions, ce serait Ah pas ouais. très très grave. En Il soi. envoie ça comme une pièce de 5 centimes, Ouais. le gars. Bon, en tout cas, oui, Maverick Carter donc, a dit à JQ que. Alors, il n'a pas répondu, t'as vu? Ouais, dit, il a- c'est 1 milliard et il a fait Ouais, signe comme ça. Exactement. Bon. Le gars est bon. Voilà. Le gars est bon. Mon top, Steven Adams, pour son plus 19 dans le match 1 du Thunder. Avoir un gaillard comme ça qui se bat, c'est toujours sympa. Et puis, il faut que les role-players se mettent en valeur pour qu'une équipe gagne un titre. Le flop, Erwan. Mon flop, moi, c'est un top flop très floridien. J'en ai parlé dans l'émission, c'est Hassan Whiteside. Je le trouve trop fragile, pas dans l'attitude. Oui, alors il a un physique qui lui permet de jouer, mais il lui manque encore le bagage vraiment dans l'attitude, cette nonchalance de tout le temps être comme ça. Et dès là, il est rentré dans un mec prêt. Physiquement, bam, voilà, il s'est blessé 2 fois. Donc, au bout d'un moment, mon grand, si tu veux demander le max, au lieu d'aller faire Il va le masser- prendre, le max, hein, je Ouais, sais pas, au lieu t'es au d'aller courant. te faire masser Ouais. chez DJ, c'est qui Khaled Ah, DJ Khaled. Voilà, au lieu d'aller Il faire masse tout le monde, Voilà, DJ Khaled. donc au bout d'un T'inquiète. moment, voilà, c'est un mec Sur sympa Snap. à avoir joué, mais dans l'attitude, il me fatigue un petit peu. Donc voilà. Thomas. Moi, mon flop, j'ai pas de flop cette semaine. Non, non. Ok. Ni top ni flop. Je vous laisse avec mes 1 milliard. Ok, et ben moi j'ai un deuxième top, c'était Bismack Biyombo qui garnit bien les top 10 depuis quelques jours. C'est vrai. Et, Ah ouais, mais parce et qu'il qui faut- se fait plaisir. Et qui fait des bonnes choses sur le terrain. Ah, mais c'est un bon joueur. Ouais. Et puis. Non mais ça fait plaisir et parce puis qu'il c'est un athlète. il avait été pas mal raillé quand même au début de sa carrière, ça avait été difficile avec les. Je crois que c'était Bah, les à Bobcats. Toronto, en tout cas, il est bien tombé. Si, Ouais, ouais, ouais. Charlotte, C'était c'était les difficile. Bobcats À l'époque Charlotte, encore, ouais. Le voilà. truc, c'est que c'est des mecs qui arrivent et qui sont pas prêts à jouer tout de suite et qu'il faut 2, 3, 4 ans. Oh, c'est un pivot, jeune pivot, il faut avoir 3, 4 ans. Bah Il ouais, faut c'est toujours plus de comme temps ça, avec les bah pivots. ouais. Thomas, as-tu oublié une photo, me dit Paul Harrer dans l'oreillette. Ah, bah oui J'ai C'était tellement ça la mon capture à deuxième. mettre. Non, parce qu'il y a une énorme bagarre dans le baseball. On est d'accord. Ah oui, Vous l'avez oui, vu, l'énorme oui, bagarre. ah ouais. Et donc, après le. Merci, Paul. Ah oui, d'accord. Heureusement que t'as une oreillette. Hein. Et donc, il y a eu une énorme bagarre, en tout cas, dans le baseball. Une patate, on a vu le reste Bah, le mec, il lentilles. a dû faire de la boxe parce qu'il lui met une vraie belle Ouais, droite. d'ailleurs, regardez, et donc après le Game 1, il y a eu cette super photo qui est sortie, Russell Westbrook qui met une grosse patate avec le dentier de Steph Curry. Voilà, merci Paul. C'est José Je savais, Batista, merci. je crois, qui a pris Ouais, je la crois que c'est patate. ça, ouais. Il a pris une Les bonne, hein. pronostics, est-ce que tu as les scores Ah hein ouais, je les ai. Alors, je suis premier à 104. Bon, c'est pas très important. Le deuxième, attention, Michael Jordan, de Mickey Wilkins. Allez, vas-y. Quelle année 1988 88, oui. pour Erwan. Bon. 84 pour toi. Bon, ça marche. Warriors Thunder, match Pire 2. animateur du monde. Warriors Thunder, match 2. Warriors. Warriors. Thunder. Oh Il faut tenter des trucs pour remonter. On fait combien de points sur les finales de 3, groupe 4, 4, allez, 4. 4, allez. Cavs Raptors, match 2. Cavs, ça, moi. Cavs aussi. hein. Cavs. Raptors Cavs, match 3, c'est eux qui enchaînent. Cavs. Cavs aussi. Allez, Erwan. Thunder Raptors, le match. Ah là, domicile, jamais. match 3, ça marche. Et dimanche, Thunder Warriors, match 3. Warriors. Moi, je mets les Warriors encore. Et l'OKC gagne après, il y aura 2-2. Warriors, allez, je vais me faire série folle. Rafale de questions pour terminer. Qui va finir par coacher les Knicks? Parce qu'il va bien falloir que quelqu'un se décide. Erwan à Botrette. Ouais. Il n'y a que lui qui est chaud, je crois. Archi chaud de ouf. Est-ce que vous aimez le nouveau maillot du Jazz?
Non. Je croyais que vous alliez me dire quel nouveau maillot du Jazz. Mais non, t'as vu le troisième maillot, un maillot de foot là, on a l'impression qu'il joue la. Tom Thibodeau pense que les Bulls auraient fait une bonne saison sans la blessure de Joachim Noah, d'accord ou pas? Pas possible. Ah, très possible, ouais. Kenyon Martin pense à un retour, vous le voyez où? Ouais, faut arrêter à la maison. Là. Avec Baron Davis en D-League. Ou à Malakoff. Et puis, rapport à la première question sur les Knicks, pourquoi Patrick Ewing n'a jamais eu une chance? Mais c'est le mec qui a passé le plus d'interviews de l'histoire pour être coach et personne ne le veut. C'est ma question. Faut qu'il se pose des questions, qu'il aille voir un orthophoniste alors. C'est comme ça que se termine l'épisode 125 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que le Hoopcast, c'est toutes les semaines sur Dailymotion, Basket USA et iTunes. Pour nous suivre sur Twitter, @Hoopcast, @Erwan Aboutrette, @JustBeLikeTom, @Alamatei. Le Instagram, Facebook, tout ça, c'est à la fin. Erwan, les remerciements. Comme d'habitude, vas-y pour l'envoi la smoule. Et on a Fred Hetzel, qui était le frère de Brett Hetzel. Bien. Dès qu'on a Neil Johnson, il n'y a pas besoin de faire de jeu de mots, mon gars. C'est Frankenstein direct. Oh là là. Oh punaise. Il fait peur. Imagine, c'est ton daron et le matin il vient te réveiller. Il fait peur. Merci beaucoup. Merci Thomas. Moi, c'était Alain Maté. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Hoopcast. Ciao, ciao.